Bonjour à tous, on retrouve Philippe Lermy, trader formateur chez traderchange.com, ancien chef trader d'une banque centrale. Philippe Lermy, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. On reparle des chiffres américains, beaucoup de statistiques avec des interprétations qui font débat. Mais je recite d'abord la confiance des consommateurs américains. Quels sont les chiffres? Les analystes tablaient sur un repli à 114,4 points, mais il est tombé à 109,3 points. C'est donc moins 5,9 points. Et c'est un troisième mois de baisse d'affilée. Inquiétant, non? Oui, c'est ça, mais ça fait une baisse de 15,2% depuis son plus haut. Alors en cause, c'est l'inflation qui monte et le Covid, puisque on va voir, même si le Covid a ralenti récemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été travaillés tout simplement pour s'occuper de leurs proches qui ont chopé le Covid. Et on voit que les intentions d'achat de voitures sont en baisse, les intentions d'achat de maisons sont en baisse aussi. Donc en fait, le chiffre montre que la consommation diminue. Alors voilà, on voit des choses sur les courbes et on entend d'autres choses dans les auditions. Je reviens sur l'audition de Jerome Powell devant le Congrès. Vous en retenez quoi, Philippe Lermy ? Le message qu'a passé Powell était qu'on pourrait très bien avoir des chiffres sur le rapport des créations d'emplois vendredi prochain plus faibles, mais ça ne changerait pas le processus du tapering pour autant. Il a aussi reconnu que les problèmes de logistique et d'approvisionnement s'amélioraient pas, et donc ça pourrait soutenir l'inflation plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est les deux messages forts qu'on a entendus avec Powell. Janet Yellen va dans le même sens devant le Congrès ? Eh ben, elle avertit, puisqu'elle est responsable du Trésor américain, qu'il y avait quand même un problème, mais qui est récurrent chaque année, à savoir l'année fiscale s'arrête au 30 septembre aux États-Unis, enfin administrative fiscale. Et donc, il fallait voter, il fallait faire quelque chose, puisque le compte du Trésor est passé de 345 milliards à 217 milliards en 2 semaines. Donc, on s'aperçoit qu'à ce rythme, il n'y a plus d'argent dans les comptes du Trésor. Et d'ailleurs, Janet Yellen l'a dit, le 18 octobre, c'est fini. Ça veut dire quoi? Momentanément, on pourrait avoir un défaut de paiement donc, sur les coupons d'obligations du Trésor américain. Donc ça, c'est récurrent chaque année. Donc ils ont voté en dernière limite la semaine dernière une stop-gap bill. Donc le nom veut bien le dire. C'est on arrête le trou quoi dans le compte. On colmate le trou, ouais. C'est juste pour donc en attendant de pouvoir résoudre le deuxième problème, donc c'est financement jusqu'au début décembre, du fonctionnement du gouvernement. Et après, donc, il y a le deuxième problème qui est sous-jacent, qui est récurrent chaque année, c'est le plafond de la dette. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est? Ce plafond a été créé à la Première Guerre mondiale, à l'origine pour éviter, parce que toutes les guerres sont très très gourmandes, en financement, donc il fallait que le Trésor américain émette énormément d'obligations et il devait pour chaque obligation, demander l'autorisation du Congrès, un vote. Donc pour aller plus vite, les congressmen ont décidé de tout simplement voter une enveloppe maximale, un plafond. Et ce plafond, depuis, il est constamment, on arrive constamment à buter, le nombre d'émissions est constamment en record au Trésor américain. Si on regarde l'indice ISM, les problèmes de pénurie de composants transparaissent dans ces chiffres? Oui, tout à fait. C'est vraiment le composant de l'indice ISM qui a monté le plus fort. Donc, même si le chiffre est fort, en réalité, on peut prendre ça comme une faiblesse. C'est comme le prouve le graphe du Baltic Dry Index. On est au plus haut depuis la faillite de Lehman. Et donc, comme on l'a dit Powell, c'est un problème on l'entend partout, on l'entend en Europe. En fait, ce phénomène risque d'être pris négativement, évidemment, pour le marché. Qui se conduirait par des achats de dollars, paradoxalement, pour des raisons de refuge vers la qualité. Alors, si on revient un petit peu en France, ce qu'on a vu dernièrement, c'est le chef du gouvernement qui a pris des mesures pour faire face à la flambée des prix du gaz. C'est une inquiétude en ce moment sur la planète?
Oui, c'est une inquiétude mondiale. Alors, sur les prix du gaz, il s'est passé, c'est une conjonction de plusieurs choses. C'est d'abord un déstockage qui a été plus fort que prévu parce qu'il y a une reprise dans l'industrie d'une demande forte. Il y a eu la météo qui a été mauvaise, donc en fait, il y a eu de la consommation qui a été plus forte que prévu, l'arrivée de l'hiver, et il y a aussi donc les énergies alternatives, moins de vent, tout simplement. Donc c'est l'ouragan Ida aussi. Donc il y a plein de facteurs qui se sont malheureusement tous, je dirais, agrégés dans le même sens. Et donc, on a par exemple en Espagne les prix de l'électricité qui sont passés de 50 € à 175 € du mégawattheure. Alors en Europe, ce serait les Italiens qui auraient un gros problème parce que le gaz représente 38% de leur consommation énergétique. Alors là, le graphe que je vous montre, c'est dans les réseaux sociaux, on a maintenant le mot stagflation, donc ça veut dire une période de croissance nulle avec une forte inflation. C'est ce qu'on avait vécu avec les crises pétrolières en 1973. Donc c'est ce mot qui ressort le plus et on voit que on pourrait penser qu'il y a une relative corrélation avec l'eurodoll qui a tendance à chuter. Donc c'est mauvais pour l'économie puisque c'est une perte de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'il faut surveiller cette semaine comme point important? Alors on aura l'indice des directeurs d'achat dans les services et donc on faudra surveiller s'il montre les mêmes faiblesses que l'indice de l'industrie qui est sorti donc la semaine dernière. Donc ça serait notamment, est-ce qu'il y a aussi une hausse des délais de livraison? Est-ce que les prix payés par les directeurs d'achat dans les services, c'est-à-dire le loisir, l'hôtellerie, est-ce qu'ils montent? Alors si c'était le cas, ça renforcerait encore plus le focus sur l'inflation, alors que dernièrement le focus des traders était sur l'emploi. Et donc, a priori, ça ferait anticiper une hausse des taux de la Fed pour contrer cette inflation plutôt que prévu. Donc on peut s'attendre à encore une dégradation sur les statistiques sur l'emploi aux US? Oui, tout à fait, ça serait pas du tout surprenant. Alors, le marché serait peut-être moins surpris puisque Powell a annoncé qu'il changerait pas pour autant l'allure de sa réduction du quantitative easing. En effet, on voit le sondage qui a été fait donc par le département, le Census Bureau, c'est-à-dire le recensement au niveau des Américains. Il montre que finalement les parents, c'était l'inquiétude qu'on avait avant, c'est que les parents qui gardaient leurs enfants pour ne pas en prendre des nounous avec des risques de Covid, finalement, ils sont retournés au travail. Et on s'aperçoit que parmi ceux qui ne veulent pas travailler, puisque c'était un sondage qui a été fait, qui correspond à peu près aux périodes des calculs des chiffres de l'emploi, et on s'aperçoit qu'il y en a 1,7 million qui ont répondu qu'ils soignaient un malade du Covid. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que ça peut durer? Si les gens ne sont pas allés à l'hôpital, on peut supposer qu'au bout de 3 semaines, il y en a certains qui vont pouvoir repartir au travail. Il y a tout simplement 1,4 million de personnes qui ne veulent pas travailler. Alors, il ne faut pas oublier que le taux d'épargne des ménages, il est actuellement à un peu plus de 9%, c'est-à-dire qu'il est plus haut d'avant la pandémie. Donc, ils peuvent se permettre de ne pas travailler. Donc, on pourrait avoir un chiffre décevant plus par le fait que les gens ne veulent pas travailler parce que ce n'est pas un problème d'offre d'emploi.